je remercie le comité d'organisation de m'avoir invité. Je suis très content d'être là, m'avoir invité pour parler d'un sujet à peine complexe et à peine ambitieux, qui est de s'interroger sur comment les professionnels de santé ont-ils intégré dans leur pratique la reconnaissance des droits des patients. Alors, un mot pour vous dire ce que je fais, à défaut de savoir vraiment qui je suis. Je dirige le service donc, de réanimation de Gustave Roussy, un centre de lutte contre le cancer à Villejuif, où je dirige également le comité d'éthique et je fais partie, j'appartiens et je collabore à deux associations de patients, Cancer Contribution donc pour le cancer et Rénalou pour les maladies rénales. Alors c'est évidemment pas, je sais qu'il y a déjà des live tweets qui disent il n'y a qu'un médecin, qu'est-ce qu'il va dire, etc. C'est sûrement pas moi avec mon petit regard monochromique et microcosmique venant d'un seul lieu d'exercice, une réanimation dans un hôpital qui va éclairer complètement cette thématique qui est évidemment beaucoup plus large. Ce que je vais commencer par faire dans la première partie, et je vais vraiment essayer de m'en tenir à mon temps de parole, c'est de survoler quelques grands domaines des droits des patients, issus notamment donc, des grandes lois de santé, de façon totalement arbitraire, en essayant de ne tomber ni dans l'écueil de l'autosatisfaction du verre à moitié plein, ni dans celui de l'autoflagellation du verre qui serait à moitié vide. Alors, donc, puisque c'est arbitraire, je commence par un des grands droits qui est promu par la loi et qui est bien écrit dedans, qui est le fait de garantir le droit à l'accès de tous les patients en fin de vie aux soins palliatifs. Ça, c'est la loi, c'est écrit sur le papier. Dans la vraie vie, les choses sont beaucoup plus compliquées. Vous voyez que quand on regarde donc en haut à gauche dans mon hôpital, celui où je travaille, le nombre de patients décédés en ayant été identifiés comme patients de soins palliatifs, en étude en 2011, environ 350 patients qui décèdent en étant bien fléchés et aidés comme des patients de soins palliatifs. Il y a clairement d'autres patients qui malheureusement se joignent au groupe et qui n'ont pas bénéficié de ces lits identifiés de soins palliatifs ou de cette prise en charge à l'hôpital. Donc d'abord des patients qui vont être amenés à décéder ailleurs, 510 patients. Et puis en haut à droite, des patients qui n'ont pas été identifiés soins palliatifs et qui pourtant probablement auraient été justiciables d'une telle identification. Près de 400 patients métastatiques qui vont décéder à l'IGR sans avoir été accompagnés avec des mesures adéquates. Et puis 800 autres patients qui sont à peu près dans la même situation et qui ne vont pas décéder à l'IGR. Ce qui fait que au total, ce n'est pas 350 patients qu'on aurait pu ou dû suivre avec ce type de modalité, c'est 2200 patients qui probablement étaient éligibles. Donc déjà, en termes de compte d'accès aux soins palliatifs, on est tout à fait loin du compte, malgré les progrès qui sont faits, malgré toute notre bonne volonté. Ça, c'est en termes de nombre. Et puis en termes de durée, quand on voit alors Paul Brousse 2008 ou en bas Tours 2009, le taux d'attrition, donc de perte de clientèle, j'aime beaucoup ce très très joli mot, en quelques jours entre les patients pour lesquels on pourrait faire une demande d'unité de soins palliatifs et l'admission en unité de soins palliatifs, eh bien entre 40 et 80% de perte de patients qui ne bénéficieront jamais de cette prise en charge en soins palliatifs, et quand ils en bénéficient, c'est pour des durées extrêmement courtes. Alors le débat, il n'est pas nouveau, ça remonte à déjà bien des années, aux lois de 99, puis 2002, puis la loi Leonetti, etc. Tout est dit et vous avez vu passer les articles d'Édouard Ferrand sur la façon dont on meurt mal en France et à l'hôpital en particulier, relayé par exemple dans Le Monde en 2008. Mais ce problème n'est pas nouveau, mais il est toujours présent. Le rapport du comité consultatif national d'éthique fin 2014 qui dit que moins de 20% des personnes en fin de vie peuvent accéder à une des 120 unités de soins palliatifs en place en France, et encore pour une durée inférieure à 3 semaines. Et ça, c'est pour plein de raisons. C'est parce qu'on manque de place, c'est parce que les patients sont mal informés, et c'est parce que les soignants ne sont pas non plus suffisamment informés et formés pour identifier clairement les patients qui peuvent bénéficier de soins palliatifs et leur apporter les soins adéquats. Donc, si on veut donner une petite note façon bulletin de fin de trimestre à l'école, beaucoup trop d'absence, on pourrait dire, déjà à ce sujet.
Qui dit soins palliatifs ou fin de vie dit obligation d'anticiper cette fin de vie. Et de l'accompagner et d'informer les patients, de co-construire, si je puis dire, ce parcours ultime et d'informer le patient et d'utiliser la personne de confiance. Ça, c'est le vœu pieux, c'est ce qu'il faut faire, c'est dans la loi. Alors, nous, à Gustave Roussy, par exemple, on a essayé d'apporter une procédurisation, si je puis dire, et une acculturation dans l'anticipation de la fin de vie et d'arriver à prévoir, grâce à cette fiche d'aide décisionnelle, par exemple, l'attitude à avoir en cas de dégradation clinique. Et d'essayer non seulement que ce soit un document, donc une sorte d'émanation de ce qui est dans la loi, mais que ce soit une véritable prise de conscience culturelle. Et là, j'ai mis des petites flèches vertes à chaque fois qu'il y avait quelque chose de vertueux qui faisait remplir ce verre à moitié vide et, petit à petit. On est dans quelque chose qui commence à prendre place et à s'installer en tant que culture. Sauf que, quand on regarde la réalité des choses, on a beau avoir la loi, on a beau avoir mis en place une procédure, il y a bien moins que 50% des patients qui seraient éligibles à une telle identification, à une telle anticipation, qui bénéficient de ce type d'identification. Et alors, quand on va plus loin et qu'on regarde le bas de la fiche, qui est la façon dont le patient et les proches participent à cette prise de décision et en sont informés, et bien là, la plupart du temps, cette partie basse de la fiche est strictement vide. Donc, je ne sais pas si on peut dire à la note trimestrielle, rien n'est fait, rien rendu, mais en tout cas, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir là aussi. On vient de parler de la personne de confiance. Là aussi, c'est clairement dans la loi du 4 mars. Malheureusement, les pratiques sont encore éminemment hétérogènes et quantitativement et qualitativement dans l'utilisation qu'on fait de cette désignation de la personne de confiance. Si on regarde ce qui se passe à Brest ou à Nancy, on voit que d'un côté, on a une trentaine de % de patients seulement qui sont informés, qui savent ce qu'est une personne de confiance et qui en ont été informés. Ne parlons même pas de la connaissance sur les directives anticipées. Un peu mieux à Nancy. Alors, si je vous dis ce qui se passe à Gustave Roussy, pour ceux qui ne sont pas assis, faites-le. Gustave Roussy, étude IPAX 2014, 8% de désignation de la personne de confiance. Pourtant, la cancérologie, ce n'est pas des accidentés de la route, des accidentés de la vie, certes, mais c'est un parcours qu'on peut largement prévoir, baliser et sur lesquels on pourrait être bien meilleur sur l'offre de désignation de la personne de confiance et surtout l'utilisation de cette personne de confiance au bénéfice du patient. Eh bien, vous voyez, là, on a encore, c'est notre note de fin de trimestre, ne doit pas se décourager, on a encore du chemin à parcourir. Fin de vie ou pas fin de vie d'ailleurs, mais tout au long du parcours à l'hôpital ou hors de l'hôpital, la prise en charge de la douleur est une priorité qui a bien été ciblée dans les textes de loi et en particulier dans la loi du 4 mars. Donc là, toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur. Alors là, pour le coup, c'est vrai qu'il y a eu vraiment beaucoup de choses de faites, les choses ont évolué. Il y a des CLUD, il y a des plans antidouleurs nationaux et puis des stratégies qui sont développées dans divers hôpitaux, dans la plupart des hôpitaux. Et bon, il y aura toujours quelque part une tête de bûche qui, à un moment, trouvera un patient qui est en situation terminale et qui est sous morphine et qui arrêtera la morphine parce que le patient, bien que parfaitement confortable, commence à respirer moins vite. Ça arrive encore, mais c'est quand même beaucoup plus rare. Donc, on est quand même dans une démarche qui probablement est vertueuse. Il se passe des choses, on va vers le mieux. On va vers le mieux, mais comme l'indique à gauche ce livre blanc sur la prise en charge de la douleur chronique et ensuite les recommandations du plan cancer 2014, enfin du 3e plan cancer, il y a un véritable travail à faire pour améliorer encore largement des prises en charge insuffisamment prises en compte, comme la prise en charge de la douleur, soit en fin de vie, mais même au début de la prise en charge du cancer. Donc là, peut encore mieux faire. Il s'est passé beaucoup de choses. Le verre se remplit, mais il est loin d'être totalement plein. Je saute un peu du coq à l'âne pour venir au point du consentement, qui est un point éminemment mis en lumière, là aussi par les lois, en particulier la loi du 4 mars 2002. Aucun acte médical ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne. Alors,
je ne vais évidemment pas détailler toute cette thématique, juste me focaliser sur la notion de refus de soins, qui est finalement une manière de parler de consentement. Alors, face au refus de soins, ça interroge toujours beaucoup les praticiens, hein, forcément. Un patient qui ne veut pas que l'on pratique tel acte thérapeutique ou tel acte diagnostique, on peut réagir de cette manière-là, c'est-à-dire faire comme on a fait dans l'application smartphone de Gustave Roussy, un algorithme. L'algorithme est souvent le bras armé un peu scientifique, médical de la loi, qui dit, bah voilà, mon garçon, quand tu as une personne qui t'oppose un refus de soins, voilà comment il faut faire pour essayer de pallier ça et d'en venir à bout. Alors j'ai mis dur à l'ex parce que c'est une loi qui est, c'est pas que la loi soit dure, mais la loi est dure à lire. Alors, il y a probablement une autre manière de décliner ça, et c'est la suite de mon fil rouge, de mes flèches vertes de ce topo, c'est que la loi, c'est une chose, l'algorithme qui va avec en est une, mais la prise en compte des vrais freins et de la nécessité d'acculturation des questions auxquelles on s'attaque par les professionnels de santé est également et probablement un levier supplémentaire absolument nécessaire à l'application de la loi. Et une des manières dont on a essayé d'avancer un petit peu à Gustave Roussy, c'est lors d'une de nos journées éthiques, c'est d'avoir un débat sur ce qu'il y a derrière le refus de soins, avec un médecin philosophe qui a tenté d'éclairer un peu les choses. Et dans notre travail un peu au quotidien, on essaye d'aller au-delà de la simple application algorithmique des recommandations. Alors, consentement, soyons fous, allons même jusqu'à parler de décision médicale partagée. Alors, la décision médicale partagée, ce n'est pas dans la loi, stricto sensu, mais ça fait quand même partie, ça a donné lieu à des recommandations, à une synthèse, par exemple, de la Haute Autorité de Santé, sortie de façon relativement confidentielle en octobre 2013. Donc, il y a des choses là-dessus, il y a des vrais progrès à accomplir. N'empêche que, voilà, quand on regarde cette étude Cochrane publiée par notamment France Légaré et Don Stacy, qui sont deux grands papes de la décision médicale partagée dans le monde, et qu'on reprend 38 études les plus pertinentes sur l'application de la décision médicale partagée dans le domaine de la santé, eh bien, on s'aperçoit que les études, elles sont anglo-saxonnes, elles sont canadiennes, elles sont un peu belges, un peu suisses, jamais françaises. Donc là-dessus, ce n'est pas la loi, mais c'est quand même quelque chose de vertueux qui est une sorte d'émanation de la loi, en tout cas de recommandation. On a un manque flagrant de base en France. Il y a un vrai progrès à accomplir encore dans ce domaine. Alors, on n'est pas resté forcément les bras ballants. Je cite d'un mot la création de ce groupe qui s'appelle Freedom. Freedom pour French Decision Making, donc un acronyme anglais pour bien signifier que c'est un groupe francophone. Un groupe qui est l'émanation de Gustave Roussy, Léon Bérard et donc les sciences humaines, économiques et sociales à Léon Bérard et Lyon 1 et Cancer Contribution. Et à partir de ce groupe de travail qui est, qui est tout jeune, mais qui essaye de travailler, on essaye d'améliorer l'appropriation et l'acculturation des professionnels de santé autour de cette thématique absolument nécessaire à la bonne marche du soin autour des patients. Qui dit loi du 4 mars 2002 dit un grand pan de cette loi était l'approche de l'erreur médicale et de l'annonce de l'erreur médicale et de son indemnisation, donc avec la création de l'ONIAM, la loi HPST 2009. Et dans cette loi, il est dit, ben voilà, la loi impose à tout professionnel d'informer le patient en cas d'erreur médicale. Alors à Gustave Roussy, on se dit quoi? Ben voilà, le service des affaires juridiques dit on va pondre une directive et la diffuser par all email à tous les docteurs pour qu'ils aient bien conscience de ça. Ok, on a pondu la directive, on applique la loi, en tout cas on essaye d'aller vers, et puis on se rend quand même bien compte que de simplement distribuer une directive, ça ne va pas suffire. Alors qu'est-ce qu'on fait? On se dit qu'il va falloir quand même faire une formation à l'annonce des dommages associés aux soins. La motivation initiale pour créer cette formation à l'initiative du service juridique était donc d'informer les praticiens de cette obligation légale et puis de prévenir les contentieux. Alors, quel est le casting de départ des formateurs sur l'annonce des dommages associés aux soins? Il va y avoir un médecin spécialiste de la gestion des risques, on est dans le dur, un juriste, un assureur. Cherchez l'erreur, cherchez le maillon manquant.
et un docteur quand même c'est moi, qui fait le monsieur loyal et qui anime des jeux de rôle. Et les demandes, les motivations des participants, c'est quoi ? C'est de connaître et prévenir les risques de judiciarisation, avec le grand fantasme derrière qui est « on va tous y aller, on a plutôt intérêt à aimer les oranges », et puis obtenir des clés, des recettes sur quoi dire, jusqu'où le dire et à qui. On voit bien que ça fonctionne qu'à un cas, ce truc, et donc on a quand même amélioré les choses avec un casting final. Là, ça passe pas bien, mais la façon dont on s'y prend maintenant pour essayer d'apporter une meilleure culture et de répondre aux questions sur le fond, c'est qu'on a maintenant non plus un médecin gestionnaire des risques, mais un médecin philosophe éthicien, un juriste toujours, mais plus la même et qui ne vient pas du même arrondissement, et un représentant de patients. Enfin, le chaînon manquant est apparu, et toujours le docteur qui fait les jeux de rôle. Donc là, on essaye de donner du sens, et c'est encore une fois mon fil rouge et mes flèches vertes, donner du sens et du sens culturel et de vocation médicale à ce qu'on fait et pourquoi on le fait, et pas uniquement à l'application de la loi. Et puis, dernier point, je viens de parler de la représentation des usagers. Elle fait partie de la loi, bien évidemment. Il doit faire partie des commissions de patients, des comités de patients, des CRUs PC, de tas de choses très, très compliquées. Le CIS a élaboré des guidelines pour aider justement les usagers à s'insérer dans cette démarche-là. Sauf qu'en pratique, il y a beaucoup d'hétérogénéité entre les différents hôpitaux, les différentes unités. Il y a des endroits où, à peine arrivé dans l'hôpital, on va voir le stand du comité de patients qui est là, qui est disponible, qui est ouvert en permanence, et puis d'autres où le local, il est au 3e sous-sol derrière le local des poubelles, et où l'implication, elle est éminemment variable selon les structures auxquelles on s'adresse. Donc ça, voilà, c'est le constat. J'ai presque fini. Ma toute dernière partie est, alors il est où le problème ? Eh bien, le problème, qu'est-ce qui nous fait avancer ? Qu'est-ce qui va faire qu'on s'approprie, nous, professionnels de santé, les bonnes pratiques ? Eh bien, il y a évidemment le droit des patients, des associations, et on est bien placé ici pour le savoir. Il y a la loi, on en parle toute la journée. Il y a la peur du contentieux, bien évidemment, je viens d'en parler. Et puis, il y a la soif d'image pour l'hôpital, pour la structure, la reconnaissance scientifique, et puis évidemment le levier financier. Alors ça, c'est une chose. Le problème, c'est que, et je pense qu'on le voit peut-être un peu ici, on pourra peut-être en reparler dans la discussion, dans la minute 12 de discussion qui va nous rester, c'est qu'on a deux mondes qui s'ignorent, ou en tout cas qui s'évitent un peu soigneusement. D'un côté, les décideurs, les lois, les recommandations, les usagers, les patients avec les associations de patients, et puis en bas, les professionnels de santé qui ont, et entre les deux, un gros obstacle, un fil barbelé qui les sépare. Et d'ailleurs, on peut se demander, pour reprendre ce joli titre et bouquin de René Fallet, y a-t-il tant de docteurs que ça dans la salle pour venir partager ses préoccupations ? Donc ça, c'est déjà un vrai point, c'est d'arriver à faire communiquer ces deux mondes. Et l'autre point qui reprend mon fil rouge depuis le début, c'est qu'on ne se passera pas, au-delà de l'écriture de la loi et de la tentative de la faire appliquer, on ne fera pas l'économie d'essayer de comprendre quels sont les freins chez les professionnels de santé, les freins au changement de pratique qui nous permettront de se sortir de cette posture que l'on voit dans ces deux grands films et deux praticiens célèbres de la fiction, mais qui ne sont pas tant de fiction que ça. Alors, je ne vais pas détailler, je vais sauter les deux diapositives suivantes. Ça convoque évidemment plein de questions intimes chez les professionnels de santé. La peur de la mort, la peur de l'échec, la peur de la perte de pouvoir. On ne va pas faire de la sociologie de café du commerce. Il y a beaucoup de choses qui sont derrière tout ça, et je pense qu'il faut vraiment y travailler. Et donc, en pré-conclusion, il y a le levier pour nous faire avancer, il y a le levier démocratie sanitaire, droit des patients, droit des associations, il y a le levier la loi, et puis je voudrais vraiment je pense qu'on n'avancera pas complètement si on ne reconvoque pas au milieu de tout ça la vocation hippocratique qui est la nôtre, et qu'est-ce qui nous meut, quel est le sens que l'on donne à notre pratique médicale, et peut-être que là, il y a une vraie place, on pourrait s'inspirer de certains modèles, en particulier au Québec, pour les patients, pour être directement impliqués dans la formation médicale dès le début des études des docteurs.
En conclusion, le monde médical, je pense qu'on peut le dire, il est dans sa grande majorité imprégné et respectueux du souci et du principe de bienfaisance, parmi les 4 grands principes de la bioéthique. Admettons, on va dire que celui-là, on l'a plutôt en nous, on essaye de bien faire, mais que sans le souci également prioritaire du respect de l'autonomie, cette volonté d'être bienfaisant aboutit fatalement à une posture paternaliste. Face à ça, la voix des patients, usagers, citoyens doit être portée inlassablement par la loi, par le poids des associations, des représentants de patients, mais que, comme je viens de le dire, les freins médicaux doivent aussi être entendus. La compréhension des freins psychologiques, sociaux, culturels, intimes des professionnels de santé, donc les freins à un vrai respect des droits du patient dans leur pratique, est nécessaire si on veut vraiment y apporter des mesures correctrices à la source. Et ça, au-delà des contraintes légales et réglementaires qui sont nécessaires mais pas suffisantes. En dernière diapo, cette phrase de Paul Ricoeur que vous connaissez sûrement tous mieux que moi: l'éthique médicale ne passe pas forcément par un respect servile des textes juridiques, car la valeur, le sens, précède la norme et la loi. Je vous remercie et j'ai laissé en dernière diapo 2 petites photos historiques qui, moi, m'aident à réfléchir de manière d'appréhender la prise de la Bastille. Merci.